Vous connaissez l'histoire. Une jeune fille curieuse tombe dans un terrier et se retrouve dans un monde peuplé d'animaux qui parlent, de goûter, de thé délirants et de rêves absurdes. Depuis plus d'un siècle, Alice au pays des merveilles enchante les enfants du monde entier avec ses personnages étranges et ses aventures oniriques. Mais les archives historiques révèlent une origine bien plus ancienne et troublante. Et lorsque l'on comprend le véritable contexte derrière le chef-d'œuvre de Lewis Carroll, on ne regarde plus jamais ce classique pour enfants de la même manière. Charles Dodgson, maître de conférences en mathématiques à l'université d'Oxford, amène 3 jeunes sœurs faire une promenade en bateau sur la Tamise. La cadette, Alice Liddell, âgée de 10 ans, s'ennuie et demande à Dodgson de lui inventer une histoire pleine d'absurdités. Ce qui jaillit de son imagination ce jour-là deviendra l'un des textes les plus analysés de toute l'histoire littéraire. C'est ici que le récit d'une origine prétendument innocente commence à se fissurer. Lorsque Dodgson meurt, sa famille prend une décision qui assombrira son héritage à jamais. Ils parcoururent ses journaux personnels et retirent délibérément des pages entières, en particulier celles couvrant la période où il était le plus proche d'Alice Liddell, et écrivait son histoire. Imaginez son bureau à Oxford juste après les funérailles. L'odeur des tissus anciens et du tabac de pipe flotte encore dans l'air. Ses sœurs se rassemblent autour du lourd bureau où il écrivait ses récits fantastiques. Quelqu'un ouvre le journal à la date du 27 juin 1863. Un jour qui aurait dû consigner un moment clé de l'histoire d'Alice. Ils lisent l'entrée, puis le silence s'installe, seulement troublé par une respiration suspendue. Sans prononcer un mot, quelqu'un sort une paire de ciseaux. Le bruit métallique résonne dans la pièce, tandis que, page après page, le papier est soigneusement découpé au niveau de la reliure. Certains témoignages suggèrent que ces pages furent brûlées sur place. Les noms d'Alice et de Liddell, encore visibles dans l'écriture de Dodgson avant d'être consumés par les flammes. Les membres de la famille emportèrent ce jour-là le secret de ce qu'il avait lu jusqu'à leur tombe. Cet acte physique de destruction, accompli par ses propres proches, suggère l'existence d'un secret d'une gravité extrême. Un secret dont la nature continue encore aujourd'hui de diviser et d'obséder les chercheurs. Qu'est-ce qui a bien pu être écrit dans ces carnets pour nécessiter un effacement aussi total de l'histoire? Pour comprendre, il faut replacer les faits dans leur contexte. Dodgson, qui publiait sous le nom de Lewis Carroll, entretenait un nombre inhabituel d'amitiés avec des fillettes prépubères. Il les photographiait abondamment, leur écrivait des lettres élaborées et créait pour elles des histoires personnalisées. Lorsqu'il décida de rendre l'histoire publique, il la transforma en un véhicule destiné à exposer les horreurs cachées du monde qui l'entourait. Les scènes où Alice boit des liquides mystérieux et mange des substances étranges qui la font grandir ou rapetisser, elle n'était pas inspirée par les drogues psychédéliques, célébrées plus tard par la contre-culture des années 1960. La réalité est bien plus dérangeante et bien plus omniprésente. À l'époque de Carroll, l'opium n'était pas une drogue marginale. Il se trouvait dans presque tous les foyers victoriens. Les archives historiques montrent que 5 familles sur 6 l'utilisaient régulièrement. De l'odanum, de l'opium liquide. On l'administrait pour tout. Soulager la douleur, calmer l'anxiété ou faire taire des enfants agités. Des mères en donnaient à leurs bébés pour les empêcher de pleurer. Les rapports de coroner de l'époque racontent des histoires qui horrifient n'importe quel parent moderne.
En 1854, une mère londonienne nommée Sarah Whitfield témoigna lors d'une enquête. Elle donnait chaque soir à son fils de 6 ans une cuillère de Godfrey cordial. Il s'agissait d'un sirop à base d'opium, commercialisé spécifiquement pour les enfants. Elle l'utilisait pour le garder silencieux pendant qu'elle travaillait des journées de 14 heures dans une manufacture de textiles. La bouteille reposait sur le manteau de la cheminée à côté de la Bible familiale, son odeur sucrée masquant le narcotique qu'il contenait. Un soir, elle lui administra sa dose habituelle. L'enfant s'endormit aussitôt comme toujours. Mais au matin, ses lèvres étaient bleues. Son petit corps était froid. Le coroner conclut une intoxication accidentelle au laudanum. Ce décès n'était qu'un parmi des dizaines de cas similaires. Le Mr. Winslow Shooting Syrup, un autre remède populaire à base d'opium, contenait suffisamment de sulfate de morphine pour tuer un adulte en cas de surdosage. Pourtant, les publicités le présentaient avec des images de bébés angéliques. Elles promettaient aux mères des nuits paisibles et silencieuses. La facilité avec laquelle Alice consomme ces substances reflète parfaitement à quel point l'opium faisait partie de la routine victorienne. Souvenez-vous de la duchesse et de son bébé qui se transforme. Le texte décrit une métamorphose profondément troublante. Les yeux de l'enfant deviennent anormalement petits et son nez se transforme en quelque chose qui ressemble davantage à un groin qu'à un vrai nez. Les rapports médicaux contemporains de l'époque décrivent des phénomènes terriblement similaires. Les enfants régulièrement dosés au laudanum par leurs soignants se dégradaient physiquement. Les médecins écrivaient que ces enfants saturés de narcotiques se ratatinaient en de petits vieillards. Le parallèle est impossible à ignorer. La scène du bébé transformé n'est pas une simple absurdité. C'est un indice codé, dénonçant des mères victoriennes qui empoisonnaient littéralement leurs enfants à l'aide de narcotiques. La même société qui droguait ses nourrissons empoisonnait lentement ses artisans. Le chapelier fou, ce personnage devenu emblématique, avec ses goûters absurdes, ses énigmes incohérentes, cache lui aussi une tragédie profonde. Car l'expression « fou comme un chapelier » n'était pas qu'une formule imagée. En 1860, dans un atelier de chapellerie à Stockport, les ouvriers passaient leur journée à traiter des peaux de lapin pour fabriquer des chapeaux. Le procédé utilisait du nitrate de mercure, libérant des vapeurs toxiques dans l'air. Thomas Corbett, l'un de ces travailleurs, fut exposé à ce processus pendant 8 années. Chaque matin, ses mains tremblaient lorsqu'il transportait des bassins remplis de solutions mercurielles. À midi, les tremblements s'aggravaient au point qu'il ne pouvait plus manger. Sa femme supposait qu'il recommençait à boire. Ses enfants gardaient leur distance. 2 années plus tard, son élocution se détériora. Il commença à halluciner. Il voyait d'énormes lapins dans les coins de l'atelier. Ses collègues se moquaient de lui sans comprendre qu'il souffrait d'un empoisonnement au mercure. Finalement, Thomas s'effondra à son poste de travail. Son système nerveux était détruit. L'atelier le remplaça en 1 semaine. Sa femme ne reçut aucune compensation. Le métal empoisonnait lentement leur système nerveux. Les médecins appelaient cela un tremblement incontrôlable, rendant impossible la manipulation des outils. L'empoisonnement attaquait aussi leur esprit. Il provoquait des hallucinations, instabilité émotionnelle et troubles de la parole. Ces symptômes rendaient littéralement les hommes fous. Les médecins français le confirmèrent officiellement en 1869. La reine de cœur, avec son refrain incessant « Qu'on leur coupe la tête » semble être une caricature d'autorité démente,
Mais Carole encode dans ce personnage un commentaire politique très précis. La scène où les jardiniers peignent frénétiquement des roses blanches contient une référence historique évidente pour les lecteurs victoriens. La rose rouge était le symbole de la maison de Lancaster. La rose blanche représentait la maison d'York. Ces deux dynasties s'affrontèrent lors des guerres des deux roses, l'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire anglaise, une époque où le trône changeait de main par l'assassinat et l'exécution. À l'hiver 1461, la neige de Towton fut teintée par le sang de 28 000 Anglais. Ce fut la journée la plus meurtrière de toute l'histoire de l'Angleterre. Des hommes furent exécutés simplement pour avoir porté une rose rouge. En 1471, les partisans de Lancaster cherchant refuge furent traqués et tués sur place. Leur seul crime était leur loyauté à une rose rouge plutôt qu'à une rose blanche. Le duc de Somerset fut arraché à l'autel, il fut exécuté dans les rues de la ville, son sang s'écoulant dans les caniveaux. Les jardiniers qui peignent les roses incarnent la tentative désespérée des sujets d'afficher la bonne allégeance politique pour éviter la mort. Les lecteurs victoriens de Carole, conscients de ces horreurs historiques, auraient immédiatement compris. Chaque fois que la reine ordonne qu'on coupe une tête, elle canalise des siècles de monarchie anglaise. Des siècles où le pouvoir s'exerçait par l'exécution arbitraire. L'autorité violente de la reine de cœur n'était en rien différente de celle des monarques anglais. Des souverains qui avaient ordonné des milliers de mises à mort au nom de symboles politiques, dans une époque victorienne obsédée par la loi et l'ordre. Carole suggérait que ce système était aussi cruel et arbitraire qu'un tyran criant autour d'une table de cartes. Il remontait jusqu'à la racine de la société, jusqu'aux écoles, là où les générations futures apprenaient non pas à penser, mais à obéir. Imaginez une salle de classe à Oxford en 1865, non loin de l'endroit où Carole enseignait lui-même les mathématiques. 12 jeunes filles se tiennent debout, vêtues de tabliers bruns identiques, le dos droit, les mains croisées derrière elles. L'air saturé de poussière, de craie et de peur. Elles récitent en parfaite harmonie. Aucune ne comprend ce qu'elle est en train de dire. Les questions sont interdites. La curiosité est une forme de rébellion. Voilà l'éducation. Une répétition mécanique jusqu'à ce que les mots soient gravés dans la mémoire comme des épitaphes sur la pierre. Alice commence son voyage comme une enfant victorienne modèle, la tête remplie de tables de multiplication, de leçons de géographie et de poèmes moraux appris par cœur. Regardez ce qui se passe lorsqu'elle tente d'utiliser ce savoir au pays des merveilles. Elle essaie de vérifier son identité en récitant ses leçons. Voyons voir. 4 fois 5 font 12. Et 4 fois 6 font 13. Sa géographie devient absurde. Londres devient la capitale de Paris. Chaque élément du savoir standardisé qu'on lui avait enseigné s'effondre dans l'absurde. Et c'est là que réside le génie. Carole, le mathématicien d'Oxford, rend ses multiplications techniquement exactes, à condition de changer de base numérique. Une plaisanterie mathématique sophistiquée, adressée directement à ses collègues universitaires. L'effondrement psychologique d'Alice était complet. Qui suis-je donc? Ah, voilà la grande énigme. Tout ce qu'on lui a appris à mémoriser l'a trahi. Carole démontrait ainsi que le système éducatif victorien, fondé sur la mémorisation mécanique plutôt que sur la compréhension réelle, était obsolète. Dans l'éducation victorienne, la preuve n'a aucune valeur, la logique est punie, la justice dépend entièrement de l'humeur de la reine. Mais tout cela n'était pas de la pure fantaisie, c'était à peine une satire. Une affaire secoue à Londres, digne tout droit du pays des merveilles. Mary Barrett,
une couturière de Whitechapel, fut traduite devant un magistrat pour avoir volé un morceau de pain. Elle avait 3 enfants à nourrir et n'avait pas mangé depuis 2 jours. Les faits étaient pourtant clairs. Elle avait pris le pain. Elle fut condamnée à 6 mois de travaux forcés à la prison de Newgate. 3 semaines plus tard, elle mourait du typhus. Cette même semaine, l'honorable Augustus Fitzhugh, fils d'un comte, comparaissait devant le même tribunal. Il avait agressé une domestique avec une telle violence qu'elle fut incapable de travailler pendant 1 mois. Plusieurs témoins confirmèrent les faits. Il fut condamné à une amende d'1 livre sterling, moins que le prix de son champagne du matin. Il fut relâché avec un simple avertissement, l'invitant à se conduire comme un gentleman. Les journaux n'en parlèrent jamais. Les tribunaux victoriens fonctionnaient régulièrement comme des scènes d'arbitraire pur. Lorsqu'Alice déclare enfin « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes », elle ne s'adressait pas seulement à des personnages fictifs. Elle révèle ce que Carole percevait comme la vérité ultime de l'autorité victorienne. Sous les prétentions d'ordre et de civilisation, le pouvoir n'était qu'un jeu cruel exercé sur des vies humaines. Alice au pays des merveilles fonctionne parce qu'il opère sur plusieurs niveaux simultanément. Les enfants y voient une aventure fantastique. Les adultes y reconnaissent une satire sociale. Mais les historiens y perçoivent quelque chose de bien plus sombre. Une cartographie codée des secrets les plus noirs de l'Angleterre victorienne.